L'histoire de l'Algérie, depuis 50 ans, que des journalistes, des écrivains, des intellectuels, des hommes politiques, des acteurs principaux s'expriment sur la question, vous demandez à n'importe qui de vous dire une vérité définitive sur l'Algérie, vous n'en trouverez pas. Hein. Tout reste dans le flou, dans le vague, dans l'approximatif. C'est censé être le sujet sur lequel la France a la plus grande expertise. Et pourtant, on ne sait rien sur l'Algérie. Si on prend les grands événements depuis 1962 et qu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la vérité officielle vole rapidement en éclats. 1962, la France a quitté l'Algérie, les Algériens ont acquis leur indépendance. La réalité, c'est que les Algériens n'ont pas acquis l'indépendance qu'on prétend leur avoir donné à ce moment-là. Moi, je fais la démonstration que De Gaulle avait installé un pouvoir fantoche qui devait garantir les intérêts de la France dans une Algérie indépendante, et ça a fonctionné sur les grands dossiers sur lesquels De Gaulle avait en tout cas besoin d'avoir des appuis en Algérie, à savoir la construction de la dissuasion nucléaire, et puis sur le dossier du pétrole. L'objectif de De Gaulle n'est pas de détruire l'avenir des Algériens. Mais ce que les historiens nient, c'est que De Gaulle a eu cette intention au départ d'infiltrer la révolution algérienne pour installer un pouvoir qui était acquis à ses objectifs. Alors ce pouvoir-là, c'était les révolutionnaires qu'on connaît, hein, Ben Bella, qui charriait derrière lui un Boumedienne. Bon, enfin, on connaît la dictature. Et en sous-bassement, c'était des sous-officiers, hein, des adjudants, des sergents-chefs de l'armée française qui ont été promus officiers, capitaines, commandants, hein, 2 mois, 2, 3, 4 mois avant l'indépendance, et qui désertent et qui se retrouvent à la frontière algérienne, en Tunisie et au Maroc, où était amassée l'armée algérienne. Donc ils ont facilement occupé tous les postes d'encadrement. Ils ont amassé des fortunes colossales en ponctionnant tous les revenus de l'économie algérienne, qui était un pays socialiste. Ces gens-là, donc c'est des déserteurs de l'armée française qui, à la mort de Boumedienne, prennent de façon inattendue le pouvoir. D'abord en douce, en mettant une marionnette à la face du monde qui était Chadli, mais le vrai pouvoir, il était derrière. C'était essentiellement les déserteurs de l'armée française qui sont aujourd'hui même au pouvoir. Et les principales figures, c'est l'Arbi Belkhair, qui est mort il y a 1 an, Khaled Nzar, qui est toujours dans les parages et qui attend son heure pour revenir sauver les Algériens, encore une fois, de la talibanisation du pays. Mohamed Lamari, c'est celui qui a instauré la terreur durant les années 90 et qui avait un seul mot à la bouche: éradiquer, éradiquer, éradiquer. Et pendant 10 ans, il a éradiqué, éradiqué, éradiqué. Il n'a pas éradiqué des terroristes, il a éradiqué des personnes, des vieillards, des femmes, des enfants. Ils sont les principaux déserteurs de l'armée française qui se sont retrouvés dans le pouvoir à partir de 1979 et qui progressivement ont éliminé toutes les oppositions possibles, soit en les éliminant physiquement, en les tuant, soit en les poussant à l'exil, soit en les intégrant dans leur système. Dans le livre, j'ai cité 3 cas qui constituaient des obstacles majeurs. Hein. Il y avait un bonhomme qui avait tissé des rapports d'amitié avec l'administration américaine et qui servait pour Boumedienne de sorte de diplomatie de l'ombre. Hein. Boumedienne, c'était le révolutionnaire tiers-mondiste, socialiste, etc. Et en dessous, il travaillait main dans la main avec les Américains. Et donc c'est Messaoud Zegab qui est devenu qui a amassé une fortune colossale à l'époque, 2 milliards de dollars,
Tout simplement parce que tous les marchés que les Algériens, les sociétés algériennes concluaient avec les sociétés étrangères, lui, il se présentait comme intermédiaire et il touchait sa quote-part. Donc, ce bonhomme-là, il n'était pas dans les petits billets de la Habib El Khair, qui est l'architecte de tout ce qui se passera à partir de 1979. Et donc, il fallait l'éliminer. L'éliminer, ça aurait été possible en le tuant, mais il fallait récupérer ces 2 milliards. Donc, ils l'ont mis en prison pour trahison et torture, sévices de tous ordres. Ils ont réussi à récupérer. Dès qu'ils l'ont arrêté, il leur a dit, si vous voulez, je suis prêt à signer tout de suite un chèque pour que les 2 milliards soient versés au trésor public. Alors, on a dit non, pas question de ça. Les 2 milliards ont été échangés en Suisse dans les comptes de ce petit noyau dont le chef, je vous dis, est la Habib El Khair. L'autre élément, c'était un général qui était désigné par Chedib Benjedid comme ministre de la Défense et qui faisait partie des anciens maquisards orientalistes, des vrais maquisards. Il décide de s'opposer à la signature de contrats que lui proposait justement la Habib El Khair. Des contrats qui étaient ruineux pour l'Algérie, qui étaient inutiles. L'un de ces contrats qui a défrayé les chroniques, c'est la société Thomson, la société française Thomson, qui voulait doter l'armée algérienne d'une surveillance côtière pour 5 milliards de francs, alors que l'Algérie était au bord de la famine. Le prix du pétrole au milieu des années 80 avait atteint un plancher jamais vu, on était à 11-12 $ le baril. Ce général Bellossif dit non, il n'en est pas question, je ne vois pas l'utilité. D'ailleurs, c'était un système de surveillance qui allait plus profiter à l'armée française qu'à l'armée algérienne. On lui monte un dossier de corruption donné ici par la DST pour un petit appartement qu'il possède à Paris. Ils ont des fortunes colossales. Et ce bonhomme-là, on l'arrête parce qu'il a un appartement à Paris. Donc, condamné à faire la prison, et persécuté en prison, etc. Donc, on l'élimine. Et le troisième, c'est un avocat qui a participé à la mise en place des services de sécurité algériens durant la révolution à Tripoli, qui s'appelait Ali Messili, qui était devenu avocat, qui a fui quand il a vu les dérives en 1962 du pouvoir. Il a déserté, il a participé avec Aït Ahmed à la petite révolte en Kabylie, ils sont tous retrouvés en prison. Il a réussi à fuir et à se retrouver en France, donc devenu avocat français, franco-algérien, et c'était l'avocat de tous les déracinés. Et c'est en 1985 que sont noués des événements qui ont fait que le pouvoir français a donné l'autorisation pour que cet avocat soit éliminé sur le sol français. Ali Messili a été assassiné froidement par un proxénète au service de la sécurité militaire algérienne. Il a été arrêté par les policiers, convaincu de cet assassinat. Et qu'est-ce que fait Charles Pasqua? Il le met dans un avion et lui dit il faut absolument que tu t'en ailles. Il était arrêté, relâché et renvoyé en Algérie.